Avant que le monde ne le craigne, avant que son nom ne devienne synonyme de scandale et de décadence, il n'y avait qu'un gamin en colère. Un adolescent de l'Ohio coincé entre une éducation religieuse stricte et une société qui lui disait sans cesse quoi penser, quoi croire, quoi aimer. Ce gamin s'appelait Brian Hugh Warner. Et un jour, il a décidé de tout faire exploser. Il a pris la beauté fragile de Marilyn Monroe, la folie meurtrière de Charles Manson, et il en a fait un symbole. Un nom qui allait faire trembler l'Amérique puritaine. Marilyn Manson. Ce n'était pas juste un chanteur, ni même un provocateur. C'était un miroir tendu à une société obsédée par la morale, mais fascinée par le chaos. Un artiste capable de transformer la peur, la colère et la douleur en un art brutal, intelligent et profondément dérangeant. Et ce soir, dans Trip and Crypt, le tour du monde en 80 riffs, on plonge dans le monde du révérend du rock. Celui qui a fait du blasphème une arme artistique et de la provocation une forme de poésie. Bienvenue dans l'univers de Marilyn Manson. Bienvenue dans Trip and Crypt, l'émission qui gratte là où ça fait du bruit. Ici on parle rock, metal, punk, tout ce qui fait vibrer les amplis et hérisse les poils. On t'emmène faire le tour du monde en 80 riffs et crois-moi, on va pas prendre l'autoroute du silence, non. On fonce droit dans le mur du son, pied au plancher et volume à fond. Brian Hugh Warner naît le 5 janvier 1969 à Canton, dans l'Ohio. Issu unique d'une famille sans histoire, il grandit dans un environnement religieux où le péché, la peur et la punition divine font partie du quotidien. Dans cette atmosphère étouffante, il développe une obsession, comprendre pourquoi on lui interdit de penser librement. Adolescent, il se réfugie dans la musique, David Bowie, Alice Cooper, Black Sabbath, mais aussi dans les écrits sombres de Nietzsche, d'Aleister Crowley et de William Burroughs. Il découvre que la provocation peut être un outil, une manière de forcer les gens à réfléchir. En 1989, il fonde son propre groupe, Marilyn Manson and the Spooky Kids. L'idée est simple, mais puissante. Mélanger le glamour et l'horreur, la beauté et la perversion. Chaque membre prend un nom double, combinant une célébrité et un tueur en série. Brian devient alors Marilyn Manson, symbole de la dualité entre innocence et destruction. Dans le circuit underground de Floride, le groupe attire vite l'attention. Costumes étranges, décors morbides, performances théâtrales, on ne sait pas s'il faut rire, fuir ou applaudir, mais c'est justement ce flou qui fascine. En 1994, Trent Reznor de Nine Inch Nails remarque le groupe et les signe sur son label Nothing Records. Leur premier album, Portrait of an American Family, sort la même année. Un mélange d'humour noir, de satire sociale et d'énergie brutale. Mais c'est en 1995, avec Smells Like Children, que Manson explose. Sa reprise malsaine du tube Sweet Dreams Are Made of This transforme la pop en cauchemar industriel. La vidéo dérangeante et hypnotique devient alors culte. Et le public comprend. Marilyn Manson n'est pas là pour plaire, il est là pour déranger. Le monde découvre un nouvel album et une nouvelle icône. Antichrist Superstar est un choc. Conceptuel, violent, théâtral, il raconte l'ascension d'un messie déchu rejeté par la société qui finit par le détruire. La musique est lourde, industrielle, mécanique. Mais les paroles, elles, sont poétiques, symboliques, presque mystiques. Des titres comme The Beautiful People, Tourniquet ou Irresponsible Hate Anthem deviennent des hymnes du malaise générationnel. Sur scène, Manson brûle des bibles, prêche sur des podiums et se fait le porte-parole d'une jeunesse perdue, dégoûtée par l'hypocrisie religieuse. Les autorités américaines le traitent de sataniste, les églises organisent des manifestations devant ses concerts, et lui, en réponse, se maquille encore plus, crie encore plus fort, et se couronne lui-même Antichrist Superstar. Beaucoup le voient comme un monstre, mais Manson c'est avant tout un artiste conceptuel. Chaque album, chaque look, chaque mot est réfléchi. Il ne cherche pas seulement à choquer, il veut réveiller. Son maquillage blanc et noir, ses lentilles étranges, ses tenues militaires ou androgynes, tout cela forme une mise en scène destinée à montrer la laideur du monde moderne. Il parle de religion, de guerre, de médias, de consommation. Et il force le public à regarder la société en face. Dans ses interviews, il est calme, intelligent, articulé. Il cite Baudelaire, Oscar Wilde et explique qu'il ne veut pas qu'on l'adore, mais qu'on pense. Les albums phares de Marilyn Manson sont Antichrist Superstar en 1996, une œuvre conceptuelle sur la métamorphose et la rébellion. Mechanical Animals en 1998, Manson y devient un androgyne de science-fiction, explorant la célébrité et la déshumanisation. Hollywood en 2000, un album écrit en réponse au drame de Columbine où il critique la société du spectacle et la violence médiatique. The Golden Age of Grotesque en 2003, inspiré du cabaret berlinois,
il y mêle glamour décadent et critique artistique. It's Me, Drink Me en 2007 et The High Hand of Law en 2009, plus personnel et plus introspectif. Et enfin, The Pale Emperor en 2015, Manson y dévoile une version plus mature, blues, presque plus cinématographique. Chaque album est un chapitre d'un même récit, celui d'un homme en guerre contre le conformisme. Mais Marilyn Manson n'était pas seul dans cette aventure. Il s'est entouré de musiciens emblématiques. Twiggy Ramirez, bassiste et compositeur principal, son frère de chaos. John Five, guitariste virtuose connu pour son style entre métal et blues. Ginger Fish, batteur froid et mécanique, véritable machine rythmique. Madonna Wayne Gacy, claviériste et architecte du son industriel. Et plus tard, Tyler Bates, compositeur de films qui apporte une touche cinématographique à l'univers du groupe. Leur alchimie scénique était explosive. Entre frénésie, art visuel et provocation, chaque concert ressemblait à une messe noire sous acide. Mais avec la gloire est venue la chute. Les polémiques, les excès, la drogue, les accusations. Le personnage a malheureusement fini par dévorer l'homme. Dans les années 2000, Manson devient le symbole de tout ce que l'Amérique déteste. La différence, la sexualité libre, la critique religieuse. Après Columbine, les médias l'accusent d'avoir influencé les tueurs. Une accusation bien sûr totalement infondée. Mais le mal est fait. Manson devient le diable idéal. Et pourtant, au lieu de fuir, il transforme la haine en art. Il continue à produire, à créer, à se réinventer. Son message reste le même. Ce n'est pas lui le monstre, c'est le monde qu'il a créé. Aujourd'hui encore, Marilyn Manson influence des dizaines de groupes. Ghost, Motionless in White, In This Moment ou même Rammstein. Son esthétique, mélange de beauté, d'horreur et de surréalisme, a redéfini le métal moderne. Il a prouvé qu'on pouvait être intellectuel et provocateur, philosophe et rockstar, poète et démon à la fois. Marilyn Manson, c'est bien plus qu'un nom provoquant. C'est un symbole. Un artiste qui a pris la douleur, la colère et l'incompréhension d'une génération et les a transformés en art. Sous le maquillage, il y a un esprit lucide, parfois torturé, mais profondément humain. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier qu'il a laissé une empreinte indélébile sur la musique et sur la culture. Alors la prochaine fois que tu entendras sa voix dire « We're all stars now in the dope show », souviens-toi, il ne voulait pas être adoré. Il voulait que tu te réveilles.